Et nous sommes ce matin avec François Drugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Oui, bonjour François Drugy. Bonjour. On va s'intéresser à ce qui se passe sur les côtes atlantiques avec cette course contre la montre qui a débuté donc contre la pollution, la marée noire de ce navire italien. Où on en est précisément ce matin ? Alors nous sommes dans la phase de mobilisation de moyens très très importants qui vont être déployés pour tenter de pomper ces nappes, parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs nappes de fioul. Bien sûr, par ailleurs, nous continuons à surveiller l'évolution de la situation et donc ce matin, les avions de la Marine nationale vont continuer à survoler la zone pour établir s'il y a de nouvelles fuites de pétrole, puisque c'est du pétrole qui remonte depuis l'épave du Grande America, qui, je le rappelle, est à 4600 mètres de fond. C'est pour cela que, pour l'instant, on n'a pas pu encore aller inspecter l'épave. Et dès que la météo le permettra, et nous pensons qu'il y a une fenêtre météo aujourd'hui ou demain, eh bien, les opérations de pompage commenceront. Et il y a 5 bateaux qui sont mobilisés ou qui sont en train d'arriver sur la zone du naufrage. Dimanche, donc opération de pompage, quoi, a priori, c'est ça ? Ça peut commencer aujourd'hui si la météo se calme, parce que le pompage n'est possible que si le vent faiblit et si il n'y a plus des creux de 4 à 6 mètres, comme c'est le cas actuellement. Il faut être bien conscient que cet incendie qui a donné lieu ensuite au naufrage, tout ça s'est produit dans une tempête. Oui. Dans une tempête dans le golfe de Gascogne au mois de mars, et donc ce sont des conditions météo qui sont très très difficiles pour faire du pompage de pétrole. Le pompage de pétrole à la surface de la mer, ça se fait plutôt par mer calme. Oui. Est-ce qu'il y a des circonstances aggravantes qui ont entraîné cet accident et ce naufrage ? L'incendie, nous n'en connaissons pas les causes. Il y a une enquête judiciaire qui est actuellement menée. D'ailleurs, l'équipage est toujours à Brest. C'est un équipage italien et philippin, italien, roumain et philippin. Et cet équipage est actuellement entendu par la justice, par la gendarmerie française, pour le compte du procureur de la République qui a lancé une enquête. Oui. Est-ce que les gens sur les côtes, sur le littoral, doivent être inquiets ? Parce que à chaque fois, la Moco Cadiz, l'Erika, le Prestige, on avait tendance un peu à minimiser. Vous vous souvenez, en fait, notamment au moment de l'Erika. Et puis après, les pollutions ont été quand même assez terribles et les côtes souillées. Là, dans ce cas précis. Moi, j'ai souhaité justement qu'on ne minimise pas et que l'on fasse la transparence totale. C'est pour ça que dès que nous avons eu connaissance qu'il y avait une nappe de fioul lourd, donc je rappelle, ce fioul, ce n'est pas un pétrolier qui a coulé, c'est un cargo, mais comme tout bateau, il a un carburant et malheureusement, le carburant majoritairement utilisé aujourd'hui, c'est encore le fioul lourd. C'est lui qui s'échappe progressivement sans doute des soutes du cargo, et j'ai souhaité qu'on fasse la transparence totale. On n'est pas dans le syndrome du nuage de Tchernobyl qui devait, comme par miracle, ne pas survoler la France, éviter la France. Moi, je dis la vérité aux Français avec les informations que nous avons. Il y a une nappe de pétrole en mer, elle est à plus de 300 km des côtes françaises, mais le vent actuellement la pousse vers les côtes françaises. Gironde, Charente-Maritime plutôt ? C'est la zone, mais là aussi il faut être prudent parce que c'est la zone telle qu'on peut l'imaginer compte tenu du vent dominant d'ouest actuellement, mais ensuite si les vents tournent, s'il y a un courant qui prend le relais, on ne peut pas savoir exactement. On fera la transparence tout au long du processus pour informer d'abord bien sûr les autorités à terre, notamment les collectivités locales, mais aussi bien sûr les Français dans leur ensemble, et sachant que nous faisons tout pour pomper cette nappe, donc pour évidemment limiter l'impact possible qui serait plutôt d'ailleurs sans doute de type galette, boulette de fioul qui finirait par arriver sur nos côtes. François Drugy, vous avez évoqué tout à l'heure en fait les circonstances, on ne connaît pas tout, il y a une enquête en cours, mais est-ce que l'Europe ne devrait pas encore renforcer davantage les contrôles, la sécurité de ce transport maritime à l'international tout près en fait de nos côtes qui sont parfois de véritables autoroutes Il y a énormément de circulation maritime sur au large de nos côtes, parfois assez près d'ailleurs en Bretagne. Vous savez, pendant que d'ailleurs j'étais à Brest hier pour rencontrer ceux qui vont faire les opérations de pompage, eh bien il y avait un bateau de pêche que l'on avait repris en remorque au large des côtes britanniques, un bateau de pêche français, et la remorque s'est cassée là aussi dans le mauvais temps. Donc en permanence le long de nos côtes, il y a des incidents maritimes, il y a un niveau
niveau de sécurité qui est de plus en plus élevé. D'abord parce que les routes maritimes ont été séparées, les flux montants et descendants, comme on dit dans la Manche, sont très clairement séparés, sont très surveillés. Dès que des navires sont à l'arrêt ou ont des problèmes de manœuvre, ils sont sommés de se remettre dans le rail, comme on dit. Par ailleurs, les leçons de l'ERICA, du Prestige, ont été tirées. Là, nous en profitons. Il y a des moyens de l'Agence européenne de sécurité maritime, 2 navires, un qui était basé à Brest et qui est donc parti hier après-midi, un autre basé à Vigo en Espagne, qui est parti également hier après-midi. Donc nous profitons de laxisme de l'Europe, en fait. Sans doute qu'il faudra tirer les leçons de ce qui s'est passé et voir s'il ne faut pas renforcer les contrôles dans les ports. Parce que si les normes sont maintenant élevées, eh bien il y a toujours la question du contrôle. Ah oui, le contrôle dans les ports. C'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, les lycéens protestent, manifestent pour la protection de la planète, pour sauver en fait le climat. Et on voit cet accident donc qui souille notre environnement. Et tout ça, ça pose la question globale de la mondialisation et du transport des marchandises. Mais alors, comment lutter contre ça, quoi ? Parce que c'est tout un énorme paradoxe. D'abord, ça pose la question des carburants que nous utilisons dans les navires, et ça a été posé d'ailleurs parce comme qu'on question. pénalise les automobilistes, mais là, ils vont se dire, vous avez vu ce qui se passe en mer. Voilà, et donc, vous savez, peut-être que beaucoup d'auditeurs ne le savent pas, mais nous avons engagé au niveau international, avec l'Organisation maritime internationale, une transformation du transport maritime qui va conduire les cargos à ne plus utiliser ce fioul lourd, justement. Déjà, dans la Manche, il est interdit parce qu'il émet des polluants, et donc dans les eaux territoriales françaises, il est interdit. Et d'ailleurs, les navires ont souvent une bicarburation entre le gasoil et le fioul lourd. Le gasoil pollue moins quand il est à la surface de l'eau parce qu'il se disperse beaucoup plus vite. Et surtout, on va passer au gaz naturel, qui donc évitera ce genre de pollution et de menaces. Après, la question du transport maritime international, vous avez raison de la poser. Dans ce cargo, il y avait par exemple des voitures et des camions, on va dire de seconde main, en tout cas d'occasion, qui allaient être livrés au Maroc et dont on sait qu'ils sont revendus sur le marché africain. La question se pose de savoir, est-ce qu'on autorise toujours ce commerce international, y compris de biens dont nous ne voulons plus en Europe, parce que ce sont des voitures ou des camions qui sans doute ne passent plus. Qui vont polluer ailleurs, donc. Voilà, et donc ça, ce sont des sujets concrets de mesures. Mais est-ce qu'on est prêt à prendre des mesures plus contraignantes sur le commerce international ? Une taxation, puisque aujourd'hui on parle beaucoup de taxes en permanence. Oui, mais enfin là, en l'occurrence, c'est pas une question de taxes, c'est une question de savoir si oui ou non on autorise certains transports internationaux. Si on taxe davantage l'ensemble des marchandises qui sont transportées à l'international, il y en aura peut-être un petit peu moins, non ? On peut en tout cas penser qu'en effet, on pourrait réguler un peu plus le commerce mondial. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui sont favorables à la régulation du commerce mondial. Et par exemple, il y a un sujet concret. Est-ce que oui ou non, on met une taxe carbone aux frontières? Moi, j'ai rencontré un industriel cette semaine, un sidérurgiste, donc qui fait de l'acier en France, et il dit, si vous voulez qu'on continue à faire de l'acier en France, nous, on est d'accord pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On est conscient qu'on est des gros émetteurs, on est des gros pollueurs. On peut investir pour réduire, mais il faut à ce moment-là que l'acier importé d'Asie, notamment, eh bien, il ait les mêmes normes, et que s'il n'a pas les mêmes normes, il soit taxé aux frontières européennes. Taxe carbone aux frontières européennes. Ça c'est un sujet concret à mettre dans la campagne pour les élections européennes et dans le programme. Et dans le grand débat. Et dans le programme pour la Commission européenne des 5 ans qui viennent. À propos de grand débat, il y a Michel-Édouard Leclerc qui fait une proposition ce matin dans le journal Le Parisien. Il dit il faudrait supprimer la TVA sur le bio. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Oui, j'ai vu cette proposition. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on ait une TVA qui soit en effet modulée selon l'impact écologique des produits. Le bio, bien sûr, pour l'alimentation, mais aussi, on peut penser à d'autres produits qui sont plus ou moins, justement, polluants dans leur processus de fabrication. Et donc, pourquoi pas ? Après, il faut parler vrai aux Français. Parce que Monsieur Leclerc, il est bien gentil, mais enfin, on sait quand même par ailleurs qu'il écrase souvent avec ses centrales d'achat les producteurs français, y compris les producteurs bio. Et donc si demain les producteurs bio d'ailleurs subissent le même écrasement que les producteurs traditionnels, mais vous êtes favorable, ça va être difficile. Vous êtes plutôt favorable. Moduler la TVA, oui, mais il faut falloir le dire à Bercy. Oui, et il faut tenir un langage de vérité. Parce que sinon on parle en l'air. Si on est uniquement dans il faut lutter contre la pollution, il faut être gentil, il faut pas être méchant, ça nous fait pas avancer. Si on dit qu'on baisse la TVA sur les produits bio, est-ce que ça veut dire qu'on est prêt à l'augmenter
sur les produits qui, eux, sont plus polluants. C'est ça le débat qu'il faudra avoir concrètement sur la TVA. Oui, bon, il y aura peut-être ce débat abordé lors des débats qui sont prévus dans les lycées cet après-midi. Jean-Michel Blanquer a organisé ça. C'est pas quand même un peu de l'improvisation, ça sent le cafouillage, quoi. Parce qu'il y a une manifestation des lycéens, on organise des débats à 16h, 18h. Si on n'avait rien fait, on aurait dit aussi qu'on était indifférent, qu'on ne voulait pas entendre la voix des lycéens sur le climat. Moi, je l'entends, cette voix. Par ailleurs, j'ai des enfants, donc je sais aussi ce que c'est. J'ai rencontré avec le président de la République il y a quelques semaines Greta Thunberg et quelques lycéennes et étudiantes européennes qui sont mobilisées dans d'autres pays. Et c'est une bonne chose qu'il y ait une mobilisation internationale. Parce qu'on voit bien que cet enjeu du climat, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment partout. C'est chez nous, il faut le faire, il faut prendre notre part, mais on voit bien que sur la production d'électricité, par exemple, la France a plutôt une production qui émet peu de CO2, alors que nos voisins allemands, polonais ou d'autres en ont beaucoup plus. Et je ne parle pas des États-Unis d'Amérique, qui sont les champions mondiaux des émissions de gaz à effet de serre et qui malheureusement ont un président qui ne veut rien faire. Vous allez rencontrer des lycéens cet après-midi ou pas? Oui, je vais me rendre dans un lycée de la banlieue parisienne aujourd'hui. D'accord, pas à Nantes, non? J'aurais pu, mais vous aimez toujours Nantes? Bien sûr, je ne fais pas de favoritisme, vous voyez, avec ma ville de cœur. Les municipales à Nantes? Non, j'ai déjà dit, je suis sur une mission lourde qui est celle d'être ministre de la transition écologique et solidaire. Je considère que le président de la République m'a confié cette mission pour encore 3 ans, jusqu'au bout du mandat. Et donc, je ne veux pas abandonner cette mission pour une campagne électorale. Merci François de Rugy, ministre de la transition écologique et solidaire, et donc pas candidat pour l'instant, en tout cas à la mairie de Nantes. Il l'a réaffirmé ce matin au micro de Sud Radio. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Et c'est Dany Moreau. Non, ici Nicolas Hulot. Salut François, c'est ton demi-frère écolo. Depuis que tu as piqué ma place, pas un coup de fil, pas une carte postale. Alors, c'est l'inverse. J'ai piqué la place de personne. Est-ce que tu serais dispo samedi soir pour aller en boîte de nuit boire un Morito glyphosate? Il y aura peut-être Castaner. Alors vous faites référence effectivement à ce qui circule dans la presse. Allez, on vous retrouve dans un instant. Dany Moreau, Pirate l'Info. Merci beaucoup. Il est 8h19. C'est Sud Radio. Restez avec nous.